Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. À la une de l'actualité ce soir, nous avons l'analyse des 3 principaux indicateurs du PNUD qui montrent que la richesse par habitant progresse plus vite que les indicateurs sociaux de base au Gabon. Classé dans la catégorie pays à développement humain moyen, mais au plus fort de la baisse des revenus de l'État, le niveau de vie des Gabonais s'est très légèrement amélioré en 2016 et le reste, le deuxième plus élevé d'Afrique subsaharienne. Nous le verrons dans un instant. Abba Mahama Toli, nouveau gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, a officiellement pris ses fonctions à Yaoundé vendredi. Nous verrons qui est le nouvel homme fort de cette grande institution avec Gaël Mapessi. Et vous le verrez, le plaisir des sourds se mêlant aux spectateurs entendants dans une salle de concert alsacienne. Ce miracle est rendu possible par 2 femmes qui traduisent les chansons en langue des signes. Nous aurons le spectacle en détail dans un instant. Voilà pour les titres. Le conseil d'administration de la Société d'énergie et d'eau du Gabon était réuni hier à leur siège à Libreville. Objectif, faire le bilan de l'année 2016 et parler des projets d'avenir. Gaël Mapessi et Jospin Bomadianga. Après une réunion du conseil de l'administration de la Société d'énergie et d'eau du Gabon ce vendredi au siège de Libreville, son président, Patrice, a fait le point des résultats de l'exercice 2016. Et du rôle de la SCG dans l'économie gabonaise, levant le voile sur les quiproquos qu'elle a eu avec l'État gabonais. Tout compte fait, la SCG a décrété 2017 comme étant l'année de la clientèle. Le bénéfice net a diminué, il a chuté de manière assez forte aujourd'hui. Pour Antoine Beau, le directeur général, évidemment, un pari très important sur 2017, sur le futur de la SEG et sa mission principale, qui est celle de la qualité de service, le contact avec la clientèle, le retour vers effectivement la satisfaction à minima des populations. Je crois que c'est vraiment la mission de service public de la SEC. Autre point au goût du jour, l'amélioration de la distribution de l'eau et de l'électricité avec le projet d'aménagement hydroélectrique de Kingélé-Aval situé sur la vallée de Mbaye. En aval, des barrages existants de Kingélé et Chimbélé qui a déjà fait l'objet d'une première étude de faisabilité en 1992. Ce projet-là a l'avantage de pouvoir être rapidement mis en œuvre pour profiter de la proximité du site de Kingélé-Aval avec les ouvrages existants. La formation en alternance au centre des métiers Jean Violas est aussi au centre des préoccupations puisque la SCG se donne le défi du renouvellement des personnels de ces métiers complexes, cœur de ses activités. Le séminaire de formation des agents des forces de police nationale sur la mission de protection des représentations diplomatiques et consulaires débuté jeudi a pris fin vendredi après-midi. C'était au siège du ministère de l'Intérieur au nord de Libreville. Le compte rendu de Miguel Mabika et Mirandangui. Les agents des forces de police nationale du Gabon ont reçu une formation intense de 2 jours sur la protection des représentations diplomatiques et consulaires. Vendredi, les conclusions de ces ateliers relèvent que ces 2 journées de réflexion et d'échange ont été un grand succès. Au terme de 2 jours de travail, les participants ont éprouvé une grande satisfaction liée au contenu des contributions, à la maîtrise des sujets et aux efforts consentis par les intervenants. La satisfaction est également liée à l'ambition portée par les 2 départements ministériels associés. Cet enseignement nous a permis aujourd'hui de comprendre que la responsabilité qui est la nôtre est assez importante et que nous devrons davantage mettre nos moyens à contribution pour pouvoir assurer la protection et la sécurisation de ces personnes-là une fois qu'ils sont sur nos territoires. Le général de brigade a tenu à saluer la performance des différents formateurs et l'implication des équipes du ministère de l'Intérieur et des forces de police nationales qui ont contribué à la réussite de cette formation. Au nom du commandant en chef des forces de police nationales, je tiens à remercier chaleureusement les différents intervenants qui nous ont édifiés sur les exigences liées à la protection et sécurisation des missions et représentants diplomatiques et consulaires. Je salue également l'implication des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des forces de police nationales qui ont grandement contribué à faire de ce séminaire un succès. C'est une 50aine de policiers participants
à cette formation qui ont reçu leur attestation à l'issue de ce séminaire. Le président du Conseil national de la jeunesse du Gabon est connu. Il s'agit de Stéphane Ondias, un jeune étudiant. L'élection s'est tenue ce samedi à la Chambre de commerce de Libreville. Durant 3 ans, il sera à la tête de la commission. Les détails avec Mirandangué. Stéphane Ondias est le nouveau président du Conseil national de la jeunesse du Gabon, élu avec un score de 51,21%. C'est l'annonce faite par le président de la commission électorale ce samedi. Il obtient ce score grâce au vote des conseils provinciaux de la jeunesse, les fédérations et associations reconnues par le ministère de la Jeunesse et des Sports du Gabon. C'est la satisfaction de toute l'équipe qui m'a accompagné pendant toute la campagne. Et depuis un moment, nous partageons ces instants ensemble et nous attendions cette victoire. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que finalement, ce processus est arrivé à son terme, la façon dont nous voulions, parce que nous nous sommes fixés pour objectif d'être le plus neutre. Et pour être neutre, nous nous sommes fiés essentiellement à l'observation de la déontologie et du code électoral. En lice pour cette élection, 7 candidats reçus par le comité électoral dirigé par Jean-Paul Thierry. Mais ils seront finalement 4 à se disputer le fauteuil. Âgé de 24 à 31 ans, un seul a tiré son épingle du jeu. Mais pour le nouveau président, les autres candidats n'ont pas démérité. Il s'agira pour moi, dans les premières minutes qui suivent, de me retrouver avec les autres challengers, ces autres candidats, comme je l'ai dit dans mon discours de remerciement, qui n'ont pas démérité, qui ont des projets ambitieux pour la jeunesse. Il suffira donc de nous réunir, de nous assembler pour que cette jeunesse-là sorte renforcée. Stéphane Ondias est le candidat de l'association Jeunesse Avenir. Il a promis de travailler notamment à l'autonomisation d'au moins 5000 jeunes dans les 3 ans que compte son mandat qui débute mardi prochain au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports du Gabon. Le niveau de vie des Gabonais s'est légèrement amélioré en 2016 malgré un contexte économique plutôt morose. C'est ce que nous rapporte l'analyse du programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur l'indice de développement humain IDH. Les détails de Miguel Mabika. Contrairement à l'année 2015, le Gabon a légèrement amélioré son niveau de vie. Occupant la 110e place en 2015, il occupe en 2016 la 109e place de l'indice de développement humain au niveau mondial. 7e place au plan continental et 2e dans la sous-région, le Gabon occupe une place de choix qui prouve que la vie des Gabonais s'est améliorée. L'exécutif répond, nous avons l'un des taux de scolarisation les plus élevés d'Afrique et nous avons une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter. Elle est de plus de 63 ans, quand la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara ont en moyenne une 50aine d'années. L'analyse des 3 principaux indicateurs du programme des Nations Unies pour le développement, c'est-à-dire l'espérance de vie, la durée moyenne de scolarisation et le revenu par habitant, montre que la richesse par habitant progresse plus vite que les indicateurs sociaux de base dans notre pays. Pour cet économiste, l'indice de développement humain du Gabon pourrait encore s'améliorer dans les années à venir. Je pourrais parler de la formation en alternance. Ça n'existe pas encore au Gabon, alors que ça peut être formalisé. C'est vrai pour les métiers de la santé. Nous avons vu, depuis quelques années, nous avons vu la création des centres hospitaliers universitaires. C'est une très bonne chose. Il faut aller encore plus loin. Après, il y a toutes les autres questions en termes d'hygiène, d'assainissement, de développement de l'habitat. Vous voyez, ça pourrait permettre effectivement de tirer vers le haut notre indicateur de développement humain. Avec la lutte contre la vie chère, un programme de logements sociaux bien amorcé et des efforts consentis dans les secteurs comme la santé et la formation, le Gabon s'inscrit dans une dynamique positive qui, à long terme, devrait améliorer de façon considérable le niveau de vie de sa population. Les élus locaux du Parti pour le développement et la solidarité sociale sont depuis ce matin en séminaire sur le dialogue politique des assises qui faisait aussi office de retrouvailles. Gaël Mapessi, Alexandre Nkogé. Le collège des élus locaux du Parti pour le développement et la solidarité sociale de Maître Séraphin Dao prennent part depuis ce samedi matin à Libreville à un séminaire portant sur le dialogue politique. Notre parti a décidé, depuis le dernier congrès, de participer à la concertation. Cette concertation politique qui a démarré déjà dans une première phase avec ce qu'on appelait la phase populaire et qui va se poursuivre dans une semaine
avec l'autre phase qui est dite phase politique. Nous avons décidé d'y participer. Parce que nous pensons que la situation actuelle, qui est relativement morose depuis les dernières élections, porte les germes d'une déstabilisation de la société. Et que dans la situation actuelle, il faudrait se parler. Les problèmes majeurs des citoyens étant liés à la compétition politique, il est donc normal que les Gabonais se parlent. Le PDS n'entend pas faire de la figuration lors de ces assises qui se sont ouvertes le 28 mars dernier à Libreville. Depuis longtemps, nous avons proposé beaucoup de choses et aujourd'hui le chef de l'État a donné au peuple gabonais la possibilité de pouvoir réformer les institutions. Donc nous avons un panel de propositions que nous allons apporter sur la table des négociations et peut-être que nous osons espérer que beaucoup vont passer. Cette rencontre aux allures de mobilisation a permis aux élus du PDS de mettre des noms sur chaque visage, parfois inconnus les uns des autres. Et puis, entre agenda et méthodologie de travail, les échanges se poursuivent en atelier dans le cadre de ce dialogue citoyen. Dans les différents panels, l'ambiance est au rendez-vous. Regardez. Le code électoral, ce dernier mérite également d'être revu afin que ce dernier soit accepté par le plus grand nombre. La fin de la première phase du dialogue politique s'approche et l'ambiance est toujours au rendez-vous. Dans l'ensemble des panels sillonnés, les différents bureaux ont mis en place une méthodologie de travail de façon à ce que le passage de chaque association, ONG ou syndicat soit respecté. Un agenda qui permet de mieux canaliser les échanges. L'ambiance est la même. Les modérateurs veillent à ce que tous ceux qui sont appelés à intervenir interviennent librement. Nous essayons donc de modérer les ardeurs des uns et des autres. Nous nous organisons selon le canevas mis en place par le bureau du dialogue. Notamment, nous avons une liste de personnes qui doivent intervenir par jour. Et la plus-value chez nous, c'est que si en plus des personnes qui étaient programmées pour la journée, il y a des personnes qui étaient en retard pour des raisons professionnelles et qui s'excusent à l'avance, qui signalent au bureau du panel leur retard ou leur empêchement, elles sont reprogrammées pour le jour suivant ou pour les heures suivantes. Et ce qui fait que sur la charge de travail que nous avons au départ, qui aurait pu être minime, elle devient un peu plus importante que d'habitude. La participation de la société civile à ce dialogue politique intègre parfaitement la volonté du sommet de l'exécutif. Pour cette première phase, les travaux se poursuivent. L'actualité en Afrique débute avec le nouveau gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, le Tchadien Abbas Mahamatoli, qui a officiellement pris ses fonctions à Yaoundé vendredi. Gaël Mapessi pour le récit. De nationalité tchadienne et ancien président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahamatoli, nommé l'année dernière par les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a pris ses fonctions ce vendredi à Yaoundé. Né en avril 1972 à Abéché, à l'est du Tchad, Abbas Mahamatoli affiche un parcours bien fourni. Après un bachelor en administration des affaires de l'Université de Québec, il a occupé plusieurs hautes fonctions dans son pays. Une signature de document a matérialisé la passation de services qui a eu lieu au siège de l'institution bancaire où on souligne que les deux responsables ont eu 6 mois pour préparer leur passage de témoin. Abbas Mahamatoli remplace l'équato-guinéen Luka Abaga, sous le management duquel la Banque centrale a réalisé un bénéfice record inédit de plus de 160 milliards de francs CFA en 2015. Abbas Toli remplace l'équato-guinéen en vertu du principe de la rotation adopté à Bangui en 2010. Le renforcement de la qualité de l'information financière nécessaire à l'accroissement de l'accès au crédit bancaire sonne déjà comme le principal chantier de la nouvelle équipe conduite par le Tchadien. L'Europe tente de structurer une armée crédible en Centrafrique, pays instable où la force militaire a disparu après une longue histoire de coups d'État, de mutineries et d'exactions. Un premier bataillon devrait être présenté en avril. Gaël Mapessi. Anéantie par le conflit qui a ravagé le pays et sous le coup d'un embargo sur les armes, l'armée centrafricaine tente, avec l'aide de l'Europe, de tourner la page d'une longue histoire de coups d'État et de mutineries. La Centrafrique attend pour fin avril la présentation d'un bataillon en formation depuis 6 mois à Bangui sous la responsabilité d'une mission d'entraînement de l'Union européenne, la 3e du genre après la Somalie et le Mali. La plupart des soldats ce ne sont pas des novices, mais il y a longtemps qu'ils ont exercé vraiment leur travail comme soldats. Le travail de soldat n'est pas seulement être formé individuellement, mais aussi être capable de travailler en groupe.
À quelques centaines de mètres du stand de tir, un officier centrafricain, le capitaine Innocent Massé, commandant le 3e bataillon d'infanterie, supervise un exercice de progression en colonne. Nous sommes presque vers la fin de notre formation avec le 3e bataillon d'infanterie territoriale. La population centrafricaine et l'armée centrafricaine souhaitent vivement la levée de l'embargo en vue d'avoir des moyens pour sa défense. En attendant, la sécurité de Bambari et le reste de la Centrafrique dépend exclusivement d'une mission des Nations Unies, 12 500 hommes supposés faire face aux groupes armés encore actifs dans l'intérieur du pays, pour plusieurs années encore, sans doute. Un collectif d'ONG au Niger a déposé une plainte contre X pour réclamer une enquête sur une vente présumée douteuse d'uranium nigérien baptisée Uranium Gate. Suivez cet élément. Cette vente a donné lieu à un virement de 297 millions d'euros, soit environ 194 milliards de francs CFA, des comptes à Paris d'une société publique nigérienne vers un compte à Dubaï selon ce collectif. Nous avons décidé de saisir officiellement et directement le doyen des juges d'instruction, a déclaré à la presse Moussa Tchangari, un des dirigeants de ce collectif. À la demande de l'opposition, les députés nigériens ont mis en place il y a une semaine une commission de 10 membres pour enquêter sur cette affaire révélée mi-février par l'hebdomadaire indépendant nigérien Le Courrier et qui défraie la chronique dans cet état pauvre mais riche en uranium. Normalement, la justice nigérienne devrait se saisir directement de cette affaire grave et ouvrir une enquête pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Il n'y a pas un gramme d'uranium qui sort de ce pays et que les gens ne connaissent pas. Les fiscs le savent, la douane le sait, et c'est contrôlé parce que c'est une matière fissile, c'est une matière stratégique dangereuse parfois, qui est suivie aussi par l'Agence internationale d'énergie atomique. Les députés ont déjà commencé leur travail et entendu plusieurs protagonistes de l'affaire, a indiqué une source parlementaire. D'après Le Courrier, à l'issue d'une complexe et tortueuse série de transactions d'uranium impliquant plusieurs entreprises françaises dont Areva, russe et libanaise, un virement bancaire a été effectué le 12 décembre 2011 du compte parisien de la Sopama, Société de patrimoine des mines du Niger, société d'État, vers le compte de la société libanaise Optima à Dubaï. L'actualité dans le monde cette fois débute par la France, où Sami Nouri n'a que 14 ans quand un passeur l'abandonne en gare de Tours. 6 ans plus tard, le jeune Afghan devenu petit prince de la couture, après des passages chez Dior et Jean-Paul Gaultier, prépare dans son petit atelier parisien un défilé de mode pour juillet. Guillaume Bonnet pour le récit. La gare de Tours. C'est ici, il y a 6 ans, que ce jeune Afghan, alors âgé de 14 ans, a atterri en France pour la première fois. Sa famille l'avait laissé partir seul avec l'aide d'un passeur turc et la promesse de le rejoindre au plus vite. Mais sitôt arrivé, le passeur l'abandonne juste à côté de ce jardin. Je ne savais même pas si j'étais en France ou pas. Et voilà, je regardais un peu à gauche, à droite. J'ai essayé de parler avec des gens, mais je n'arrivais pas à communiquer parce que je ne savais pas la langue ni anglais. Après une nuit d'errance, Sami se rend au commissariat qui le place dans un foyer, puis plus tard dans une famille d'accueil. Scolarisé pour la première fois de sa vie, l'adolescent accumule alors les stages autour de sa passion, la couture, qu'il a apprise aux côtés de son père dès l'âge de 8 ans. Assia l'a ainsi vu arriver un jour dans son atelier de retouche. Elle se souvient d'un cas exceptionnel. Au départ, pour moi, il est venu faire un stage pour que moi, je lui montre ce qu'il faut, pour l'aider justement, pour apprendre. Je lui ai donné un bas de pantalon à faire et il l'a piqué comme quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Dans son nouvel atelier, Sami prépare maintenant son prochain défilé de mode, de la haute couture, assure-t-il, même s'il n'a pas réussi à décrocher son diplôme. C'est pas compliqué pour y arriver dans la vie. Même si on est étranger ou quoi, mais la France c'est un pays accueillant et il nous aide pour réussir. Et pourquoi pas tout donner, quoi. D'ici là, Sami connaîtra peut-être un autre grand moment d'émotion, la cérémonie pour l'octroi de sa nationalité française. Le jeune ambitieux, devenu la coqueluche des médias, voudrait inviter plein de monde et pourquoi pas le gratin de la haute couture.
Je vous le disais en titre, les uns applaudissent en frappant dans leurs mains, les autres en les agitant au-dessus de leur tête dans une salle de concert alsacienne. Spectateurs entendants et sourds se mêlent. Miracle rendu possible par deux femmes qui traduisent les chansons en langue des signes. Regardez. Les uns applaudissent en frappant dans leurs mains, les autres en les agitant au-dessus de leur tête. Dans une salle de spectacle alsacienne, spectateurs entendants et sourds se mêlent. Une prouesse rendue possible par deux femmes qui traduisent les chansons en langue des signes. Devant la scène, Nadine entend parfaitement. Elle profite enfin d'un concert avec son mari malentendant. Il a fallu attendre 50 ans pour partager ça. C'est beaucoup d'émotions. Moi, quand je vois les interprètes, j'ai toute l'émotion du partage. C'est pas juste de la traduction, c'est vraiment des signes chantés. Enfin, voilà, ça va, c'est magnifique. Ce soir-là, Séverine et Rachel, du collectif Demain sur scène, traduisent les chansons d'Yves Jammet. L'enjeu est double. Traduire en priorité, mais aussi, par la gestuelle, le regard, transmettre une émotion. On est là vraiment pour faire passer le plus possible le ressenti du chanteur et ce qu'il veut justement laisser passer comme message. Donc on exagère en plus. Ils ont tous une famille où ils ont pu nicher. Avec sa poésie et ses changements de registre, l'univers de Yves Jammet est un beau défi pour les deux interprètes. Il y a un travail d'expressivité. C'est au-delà de l'interprétation, juste c'est vraiment de l'adaptation. Ces concerts adaptés sont encore peu répandus en France, mais dans cette même salle, Séverine et Rachel ont déjà doublé Cali, Brigitte et Christophe Mahé. Elles permettent ainsi de repousser les limites du handicap. Rythme entraînant et pas de danse à la mode, les chanteurs Ginny Mahi et Raj Dadral incarnent le nouveau visage des intouchables communautés au plus bas de l'échelle sociale indienne. Reportage. C'est le nouveau visage des Dalits dans la pop indienne. À peine 18 ans, Ginny Mahi a déjà enregistré plusieurs chansons à succès sur sa communauté, les Dalits, connus avant sous le nom d'Intouchables en Inde. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré et je veux devenir le porte-voix de ces personnes. Et oui, faire partie de cette communauté ne me pose aucun problème. Au contraire, j'en suis fière. Les chansons de Ginny sont particulièrement populaires auprès de la jeune génération Dalit, avec des centaines de milliers de vues en ligne. Son Pendjab natal compte le plus grand nombre de Dalits dans le pays, et comme elle, d'autres ici veulent représenter cette communauté d'ordinaire cantonnée aux métiers ingrats. Avec 18 albums à son actif, Raj Dadral est un vétéran, mais il vit toujours de la petite épicerie qu'il tient dans son village, et il a dû affronter les discriminations. Dès le début, ma communauté m'a soutenu avec beaucoup de fierté, mais des gens m'ont aussi menacé. Ils m'ont dit qu'ils allaient me tuer parce que je chantais ces chansons. Je pense que nous faisons une erreur en plaçant tout le fardeau de l'émancipation des castes sur leurs épaules. Beaucoup veulent seulement une carrière conventionnelle, devenir des chanteurs de Bollywood et avoir du succès. En 2016, le pays a connu une vague de manifestations Dalits contre des violences et discriminations de caste. Une campagne largement relayée dans les médias indiens. Preuve que la voix de la communauté Dalit commence enfin à porter. La page Sport Week-end à présent, méconnue du grand public, Madame, Monsieur, le sport en salle présente divers avantages et est accessible au plus grand nombre. Alex Nkogé nous fait état des bienfaits de ce sport dans cet élément. Méconnu du grand public, le sport en salle permet de développer plusieurs parties du corps. On peut y pratiquer entre autres la musculation, le radio, le circuit training et le fessier. Pour le coach sportif, il est important de pratiquer ce sport. Le sport en salle, on travaille plus confortablement. On est suivi par un coach, on est orienté,
Et on a plus tendance, par exemple, la musculation, c'est forcément en salle. Mais il y a d'autres sports qu'on peut faire en plein air. Mais en salle, on profite du confort, qu'on peut venir travailler à tout moment de la journée. Les pratiquants du sport en salle disent observer une amélioration des conditions physiques et relèvent des avantages. J'ai pu remarquer des améliorations déjà par rapport à mon physique, même si ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Les avantages du sport en salle sont multiples. Il y a d'abord l'aspect sécuritaire. L'autre aspect qui est d'autant plus important, c'est celui de la capacité de quantifier l'effort que l'on fournit. Ici, on a le tableau qui permet de voir un peu les efforts fournis par celui qui est en train de travailler. Là, il y a la puissance, c'est-à-dire le rythme, la force avec laquelle on est en train de pédaler, le nombre de calories brûlées au cours de l'exercice, la distance parcourue et la vitesse à laquelle on pédale. Le sport en général permet de garder la ligne et de sculpter une jolie silhouette, mais également de vider la tête et d'évacuer le stress de la vie quotidienne. À présent, le rappel des titres avant de nous quitter. L'analyse des 3 principaux indicateurs du PNUD montre, et nous l'avons vu, que la richesse par habitant progresse plus vite que les indicateurs sociaux de base au Gabon. Mais au plus fort de la baisse des revenus de l'État, le niveau de vie des Gabonais s'est très légèrement amélioré en 2016. Abba Mahama Toli, nouveau gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, a officiellement pris ses fonctions à Yaoundé vendredi. Le nouvel homme fort de cette grande institution compte mettre tout en œuvre pour la bonne marche de la BEAC. Le plaisir des sourds se mêlant aux spectateurs entendants dans cette salle de concert alsacienne, ce miracle est rendu possible par 2 femmes qui traduisent les chansons en langue des signes, nous l'avons vu. Voilà, Madame, Monsieur, nous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous.